Voilà. Ok, bon, je propose de démarrer cette rencontre. On a pris le sujet de la communication européenne parce qu'il y a une activité forte. D'abord, bien sûr, avec les élections européennes, et puis aussi un peu le contexte. On a l'impression que ça peut être une occasion un peu exceptionnelle où l'Europe prendrait conscience un peu de sa puissance avec un peu le contexte géopolitique, bien sûr, de la guerre en Ukraine, d'un potentiel retour de Trump, qui ferait que l'Europe se retrouverait vraiment livrée à elle-même, plus un peu des choses un peu passées, mais qui restent un peu dans toutes les mémoires. C'est le Brexit, parce qu'il n'y a pas si longtemps, qui a montré un peu que des pays qui quittaient l'Europe ne se retrouvaient pas en meilleure position, en tout cas pas d'un point de vue économique. Et puis l'exemple de la crise Covid qui a montré une Europe un peu unie. Et on pourrait croire qu'avec un peu ces trois éléments du contexte géopolitique, de la guerre en Ukraine, du retour de Trump, de la crise Covid, du Brexit, il y aurait peut-être un engouement peut-être plus important pour les affaires européennes, et ce n'est pas le cas du tout. C'est-à-dire que bien qu'on ait des éléments de contexte qui peuvent paraître peut-être favorable, c'est pas le cas, et le sentiment pour ou contre l'Europe n'a pas évolué, en tout cas pas de manière significative et en tout cas pas de manière positive. Sur le sujet de la communication européenne, moi j'ai un peu l'impression qu'on reste bloqué avec peut-être trois éléments de blocage. Le premier, peut-être un des plus importants, et je crois un peu insoluble, parce que c'est un constat qui a déjà été fait il y a plus d'une trentaine d'années, c'est celui qu'il n'y a pas de communication européenne parce qu'il n'y a pas d'émetteur de cette communication européenne. Pour le dire autrement, l'Union européenne, c'est des institutions, avec chacune une direction de la communication, mais il n'y a pas de direction de la communication, il n'y a pas un émetteur unique pour la communication dans l'Europe. Ça entraîne quoi? Ça entraîne le fait que chaque direction de la communication fait, comme toute direction de communication de toute organisation, la promotion de ses propres activités. Donc, on a la communication de la Commission, la communication du Conseil, la communication du Comité économique et social européen où moi je travaille. Mais donc, on n'a pas un émetteur unique. C'est un peu comme si dans une entreprise, on avait des directions de communication dans les différents métiers, mais pas une direction de communication un peu centrale. Le deuxième écueil que je vois, c'est, alors je pense que Georges Lévy va développer ce thème, c'est il n'y a pas de récit européen. L'Europe reste un peu figée sur les récits du traité de Rome, 1957. L'Europe, c'est la paix. Alors, ça reste toujours d'actualité, enfin, ça prend une activité même encore supérieure avec le contexte actuel. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas de tentative pour essayer de renouveler. C'est quoi le narratif de l'Union européenne? Moi, j'avais pensé qu'on aurait pu peut-être évoquer les aspects sociaux. L'Union européenne, c'est la moitié des dépenses de protection sociale dans le monde. L'environnement, avec le continent qui est à la pointe, même si c'est parfois un peu compliqué, de la lutte contre le dérèglement climatique. Mais voilà, c'est un problème. C'est quoi le récit? Qu'est-ce qui rend un peu attractif le projet européen? Et puis peut-être le troisième, c'est l'absence d'incarnation, de distance, qui est peut-être trop importante. Pour le dire autrement, là, on parle d'Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a les... C'est-à-dire qu'on a des one-shots, on a une communication ponctuelle, un peu déconnectée de la réalité, du contexte de chacun. On parle d'Europe une fois tous les 5 ans quand il y a des élections. Mais autrement, on a l'impression d'une communication qui reste désincarnée. L'Union européenne, c'est Bruxelles, c'est les institutions, c'est pas présent sur le terrain. Donc voilà, il y a un certain nombre, à mon sens, de mécanismes qui font qu'on a l'impression que ça restera toujours un peu difficile, plus les points que vont développer Nicolas et peut-être Karine. Voilà, juste peut-être pour introduire un peu rapidement cette conférence. Et Justine, je te repasse la parole. Merci beaucoup, Thierry. Donc, avant de débuter, là, quelques mots sur le déroulement.
Donc, on va avoir trois interventions d'une quinzaine de minutes. Je vais présenter davantage là, chacun des intervenants à tour de rôle. Les questions, l'échange, je propose qu'on les fasse à la fin complètement des trois interventions. Et donc, sans plus attendre, je passe la parole à Monsieur Georges Lewick, qui est mythologue expert en marketing, spécialiste de stratégie de marque et du storytelling, ancien professeur associé à HEC et au CELSA en branding. Il est auteur de 15 ouvrages. Il est également expert et consultant en stratégie de marque et valorisation financière. Il travaille toujours auprès de 400 marques, dont le EESC en 2023. Et donc, pour 15 minutes, Monsieur Georges Léwy, je vous laisse la parole pour votre intervention intitulée «L'Europe, une bonne marque». Excuse-moi, Justine, es-tu partie l'enregistrement? Oui. Bien, bonjour. D'abord, merci de m'avoir invité. Je vais commencer par une citation que vous connaissez sans doute, qui est un courrier qu'a envoyé Monnet à Robert Schuman, donc qui était tout au début. C'était au 1er mai 1950, où il lui écrit « Il faut que l'Europe croie en son propre avenir, qu'elle crée une Europe, qu'elle la crée, car elle n'a jamais existé. » C'est intéressant, c'est ce qui m'amène, si vous voulez, à m'autoriser à parler de marque pour l'Europe et pas uniquement d'institutions. Une marque, c'est quoi? C'est à partir d'un produit qui existe ou d'un service qui existe, c'est de créer un récit et de ex nihilo, de créer quelque chose à partir d'une réalité existante, mais qui dépasse en fait cette réalité existante. Et donc, en fait, c'est la raison pour laquelle je m'autorise à parler de marque, comme on peut parler de marque pour Danone ou pour Nestlé ou peu importe, hein, les autres grandes marques, où globalement, Danone, c'est du yaourt qui finalement s'appelle Danone et qui exprime une promesse, un récit qui est, c'est meilleur que les autres pour la santé. Hein, donc, c'est une promesse et qui après s'appuie sur des preuves. Alors, quand on parle de marque, on est en 2024. Ce qui est intéressant, c'est que toute marque, toute, hein, il n'y a pas d'exception. Moi, je travaillais avec Coca-Cola, même eux, ils sont complètement dans ce champ, fonctionne sur 3 temps qui correspondent à 3 générations. Le premier temps, c'est le temps de la naissance, que j'appelle le temps héroïque. Le deuxième temps, que j'appelle le temps de la sagesse. Et le troisième temps, c'est le temps où, je dirais, où se fabrique le mythe, c'est-à-dire la pérennité. Alors, en fait, quand on regarde l'Europe, donc chaque temps, c'est globalement une vingtaine d'années. Et donc, si je vais un peu à la serpe, je vais dire c'est 1960-1980, 1980-2000, 2000-2020. Hein, globalement, on est à peu près dans cette période, sachant que le temps des marques n'est pas un temps absolu des horloges. Alors, le premier temps est vraiment très intéressant, puisqu'en fait, bon, alors, on peut dire il commence en 1950 avec Robert Schuman qui propose la création de la CECA, si vous voulez, mais on considère souvent que c'est 1957 et en particulier la date d'hier, le 25 mars, qui est la signature du traité de la CEE et du traité Euratom, où globalement l'Europe arrive et fait une promesse aux Européens, la marque Europe arrive et fait une promesse aux Européens, on va faire la guerre à la guerre, plus de guerre. Hein, globalement, ce qui est une promesse absolument extraordinaire, qui est presque une promesse inhumaine, hein, puisque depuis que l'humanité existe, les gens se font la guerre, alors de village à village, de nation à nation, de religion à religion, peu importe, mais ça fait sans doute partie, cette violence fait sans doute partie de l'activité humaine et en particulier de la logique de puissance et de domination, si vous voulez, qui s'exerce un petit peu de peuple à peuple. Alors, mais cette première partie, ça permet
pour toute marque, hein, ce temps héroïque, à s'imposer et quelles que soient éventuellement les bêtises, ce qui n'a pas été le cas ici, que fait la marque, c'est à peu près accepté parce qu'il y a un récit, hein, comme le disait Thierry Libert, qui embarque un petit peu tout le monde. Donc on peut dire on a 57 la signature donc, du traité de Rome, si vous voulez. En 73, on a le Royaume-Uni, l'Irlande, le Danemark qui rejoignent, si vous voulez. En 62, au sein de cette première partie, il y a les premiers règlements sur la PAC. Et c'est vraiment intéressant, si vous voulez. Et donc, il y a une construction. Le deuxième temps arrive, et je vais le situer en 1979, si vous voulez, où on a la première élection du Parlement européen au suffrage universel. Alors, même si ce n'était pas parfait, si ça l'est toujours pas parfait, mais globalement, c'était quelque chose qui était intéressant puisque ça rentrait l'Europe dans une logique démocratique qui était vraiment, vraiment intéressante. L'année suivante ou 2 ans après, la Grèce rejoint la CEE. Hein, vous vous souvenez des paroles de Valéry Giscard d'Estaing en disant est-ce qu'on peut laisser Platon à la porte de l'Europe? Et donc, on ne pouvait pas le laisser. Donc, la Grèce a rejoint. Alors, en 92, on a Maastricht qui a fait couler beaucoup d'encre ensuite, hein, le fameux traité, si vous voulez, et qui est en effet, qui se termine cette partie en 97, où globalement, on lance le processus d'élargissement, si vous voulez, de l'Europe. Et donc, cette deuxième partie, qui est ce que j'appelle le temps de la sagesse, c'est le temps de la construction. Hein. Quasiment tous les ans, vous avez une nouvelle phase, un nouveau traité, si vous voulez, qui est apporté. Hein, et globalement, on arrive à la fin. Alors, à la fin de la première partie du premier temps, on était 9. À la fin de la deuxième partie, on est 15. Et donc, on peut dire que c'est un travail très laborieux qui a été fait avec la signature du traité d'Amsterdam en 97, si vous voulez, et la décision du processus d'élargissement. Alors, c'est intéressant parce que c'est là où on commence à voir des citations qui sont comme celle de Mitterrand qui dit « Quand l'Europe ouvre la bouche, c'est pour bâiller ». C'est-à-dire que globalement, il y a énormément d'éléments qui sont empilés, mais il fallait le faire. Hein, si on veut construire, il fallait le faire. Mais c'est la même chose pour les marques. Ce matin, j'intervenais devant pas mal d'enseignes de distribution. C'est la même chose, c'est-à-dire que globalement, à un moment, la marque qui est née d'un produit, d'une cible, elle s'élargit, etc. Alors, on arrive à la troisième phase, qui est celle dont on est à la fin aujourd'hui, qui est ce que j'appelle le temps de la préparation du mythe. Et donc, l'Europe en 97 décide son processus d'élargissement et en 99, qui est le début de notre phase actuelle, c'est la naissance de l'euro. Hein, et donc, c'est une affirmation de puissance, c'est une affirmation d'autonomie qui est vraiment très intéressante, si vous voulez, et avec des gros paquets qui rejoignent l'Europe, puisque en mai 2004, on a 10 États en même temps qui rejoignent l'Europe, si vous voulez, mais on sent en même temps qu'il y a, avec ces empilements pour s'affirmer, des craquements. Alors, le craquement dont parlait Thierry Libert est celui qui nous traumatise aujourd'hui, puisqu'en 2016, c'est le Brexit, si vous voulez, mais il y a déjà eu le craquement avec, en 2005, par référendum, la France refuse la ratification de la Constitution européenne, si vous voulez, et qui avait été donc votée ou qui avait été signée en 2004. Alors, c'est intéressant parce que normalement, dans cette troisième phase, pour toute marque, la marque a trouvé sa ligne directrice et le récit qui existait au départ est complètement réaffirmé en puissance. Et là, dans le cas de la communication de l'Europe, alors peut-être parce que, en effet, comme dit Thierry, il n'y a pas d'émetteur,
où il n'y a pas d'émetteur assez identifié, hein. On n'a pas Ursula qui vient nous parler tous les lundis dans le poste, si vous voulez, en disant voilà ce qui se passe en Europe. Mais en même temps, les Européens ont presque toujours refusé des patrons de la Commission, des présidents qui soient suffisamment charismatiques et emblématiques pour qu'ils puissent entraîner tout le monde, hein. Vous vous souvenez qu'à un moment, on avait parlé de Tony Blair pour être ou président de l'Europe ou à la Commission, et que globalement, ben, les autres Européens se sont dit, il va nous faire de l'ombre. Et donc, on a perdu, si vous voulez, sans doute une logique un peu charismatique. Alors, qu'est-ce que ça signifie, pour rester à peu près dans mon temps de parole, si vous voulez, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui, en 2024, disons 2020, si je reste sur mes éléments, sur une troisième phase qui n'a pas été celle qu'elle aurait dû être, qui était en fait celle de l'affirmation d'une idée. Alors, ce n'est pas dramatique, parce que beaucoup de marques, si vous voulez, se perdent un peu dans une continuation de cette deuxième phase de construction que je pourrais appeler marketing, hein, globalement, où on met toutes les briques les unes à côté des autres, on renforce le mur, mais en même temps, si vous voulez, ben, il n'y a personne qui est vraiment enthousiaste derrière ou devant ce mur qui a été construit. Alors, en règle générale, comment font les marques ? Elles font, et pour répondre à la question sur quelle communication, quel déficit, elles reviennent à leurs fondamentaux d'origine. Leurs fondamentaux d'origine, si vous voulez, qui nous disent l'Europe, c'est quoi? C'est une formidable rencontre. C'est une formidable rencontre entre des humains qui sont a priori très différents, mais comme tous les humains sont différents, ceux-là le sont encore plus, parce qu'en plus, ils ne parlent pas pour une bonne partie la même langue, hein, si vous voulez, et puis qu'ils ont des cultures différentes, qu'ils ont des histoires, qu'ils ont, etc., qui sont très, très différentes. Mais en effet, c'est autour, et quand on regarde ce qui reste de l'Europe en positif, hein, sur les différents sondages qui ont pu être menés, ce qui est le plus fort, c'est Erasmus, hein, globalement. Alors, qui ne touche pas tous les Européens, puisque, et il y a deux choses qui sont reconnues comme fortes, c'est l'euro et Erasmus. Erasmus qui ne touche pas tous les Européens, mais tous les gosses, hein, qui ont participé à un programme Erasmus en sont tous, je pense, des Européens assez convaincus, mais surtout très enthousiastes, hein, si vous voulez, à la fois de leurs 20 ans, de leur jeunesse, mais également très enthousiastes de ces rencontres et de cette mobilité qui a été mise en place. Et donc, en fait, ce côté... alors, on nous parle de la paix. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on revient presque à la case départ avec l'Ukraine, si vous voulez. On s'aperçoit que... Alors, on n'avait pas pensé aussi fort au moment du Kosovo, mais avec l'Ukraine, on le ressent comme très, très fort, puisque c'est en effet une puissance vraiment puissante qui appuie sur le flanc de l'Europe. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on retient par ailleurs, alors avec l'euro qui est une facilité de mobilité, hein, facilité d'échange, facilité de mobilité, hein, qui sont les deux points, hein, sur toutes les études que j'ai pu lire sur l'Europe, qui sont deux points qui sont jugés comme intéressants, et puis le fait qu'on n'ait pas besoin de passeport, de visa, etc., hein, qui est cette mobilité. Et je crois que finalement, c'est autour de cette rencontre humaine, de ces rencontres humaines, qu'il faut sans doute continuer de développer. À titre personnel, si j'avais une direction quelconque en Europe, je dirais ce qu'on a fait ou ce qu'on fait avec Erasmus, faut le faire pour chacun des métiers, hein. Que tous les boulangers puissent aller chez d'autres boulangers, etc., hein. Et que ça soit un petit peu un mouvement un peu général que font les grandes entreprises, hein. Ça, il faut leur rendre hommage, c'est-à-dire que globalement, hein, quand je travaille pour des entreprises comme Air Liquide, donc on est
aujourd'hui sur une logique où ces entreprises, ben, elles ont un cadre français qui va aller en Allemagne, qui après ira en Tchéquie, qui après, etc., et qui va se promener, qui ira même au-delà de l'Europe, mais si vous voulez, qui crée complètement ce type de logique. Parce qu'en fait, les peuples sont assoiffés, au bon sens du terme, de curiosité. Hein? Les gens aiment être curieux, c'est pour ça qu'il y a autant de tourisme. Aujourd'hui, c'est une folie, hein, globalement, le nombre de centaines de millions qui, globalement, dès qu'arrivent les grandes vacances, vont d'un lieu à un autre, pas toujours très loin, mais en tout cas, veulent découvrir, veulent se rencontrer, etc. Il y a un besoin humain de rencontre qui est très fort. Et l'Europe est en effet cet endroit. Alors, après, il y a plein de difficultés, parce qu'en effet, il y a une difficulté de l'immigration, il y a une difficulté de plein de choses, mais l'Europe a besoin de retrouver, et Thierry l'a dit dans son introduction, a besoin de retrouver un lyrisme qui aille au-delà, naturellement, des règles dont on a besoin, qui quelquefois sont vécues un peu comme tatillonnes. Hein, quand l'Europe s'occupe un peu de la taille des camemberts en France, on se dit c'est quand même bizarre cette affaire. Ils ont vraiment rien d'autre à faire que ça. Mais qui permettent que finalement on laisse de côté ces règles un peu tatillonnes pour dire attends, il y a un truc extraordinaire. Hein. J'ai été voir comment ils travaillent le pain, machin, quel type de blé ils utilisent, enfin, etc. Et donc, à partir de ça, c'est cette Europe des rencontres hein, qu'il faut complètement favoriser à tous les sens du terme. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai dépassé, comme d'habitude, au moins d'une minute mon temps. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. C'était très intéressant. On aura l'occasion d'en rediscuter là, dans quelques minutes. Pour le moment, je laisse la parole à Mme Karine Johannes, qui est docteure en information et communication. Elle est professeure à l'Université internationale de Rabat et consultante en communication, spécialisée dans la coopération internationale. Et donc, pour 15 minutes, Mme Johannes, et voilà. Oh, votre micro est... Oui, voilà. Merci beaucoup, Justine. Donc, effectivement, je vais vous parler de la communication européenne, mais cette fois-ci en dehors des frontières de l'Union européenne. Et sur plusieurs points, vos propos, messieurs Lévy, ont vraiment éclairé d'une autre perspective ce que j'ai relevé de ma perspective du Maroc, où je suis donc basée depuis à peu près 2 ans. Et mon écran ne bouge pas. Attendez, je reviens. Alors, toujours pas. Est-ce que Justine vous a autorisé? Oui. Oui, on l'avait essayé tout à l'heure, mais... Ah, voilà. C'est bon. Voilà. Donc, le service qui s'occupe de l'action extérieure de l'Union européenne, c'est le SEAE, le service européen pour l'action extérieure, qui est donc le service diplomatique de l'UE et qui est sous l'autorité du haut représentant et vice-président de la Commission européenne, M. Josep Borrell. Donc, le SEAE a la responsabilité de mener la politique étrangère de l'Union européenne et donc d'accroître évidemment l'influence de l'Europe sur la scène mondiale et de défendre les intérêts européens dans le monde. Alors, la politique européenne, les politiques extérieures du SEAE sont mises en œuvre par ce qu'on appelle les délégations de l'Union européenne, qui équivalent donc à des ambassades. Et donc, ce graphique qui est sur Internet montre donc en vert le territoire de l'Union européenne et en bleu la zone d'influence, on peut dire, qui en fait reprend tous les territoires où il y a une présence de délégations européennes. Donc, il y a 139 délégations dans le monde qui sont sous l'autorité du haut représentant vice-président de la Commission. Et donc, à ce titre, elles ont un double mandat. D'un côté, mener le dialogue politique en tant que représentation diplomatique, donc mener le dialogue politique avec les partenaires locaux, avec les pays tiers,
mais également ils sont responsables de gérer les programmes européens à l'extérieur, donc de les formuler, de les mettre en œuvre et de les suivre, donc tous les programmes de coopération, de partenariat, d'aide au développement, d'aide humanitaire, etc. Et enfin, les délégations ont pour mandat également de coordonner la politique européenne avec les États membres. Alors, au niveau de ces délégations qui mettent donc en œuvre la communication européenne à l'étranger, on peut assister à plusieurs paradigmes communicationnels et notamment 3 que j'ai pu relever. Il y a tout d'abord la diplomatie publique, ensuite la communication institutionnelle au sens classique du terme, ou en tout cas au sens où nous l'entendons, et il y a l'information médiatique. Alors tout d'abord, la diplomatie publique, c'est une stratégie de nation à nation. Vous avez parlé de rencontres tout à l'heure, Monsieur Lewy. Donc là, on parle vraiment de peuples qui parlent aux peuples, qui vont en tout cas essayer d'établir sur le long terme des relations et des réseaux de confiance mutuelle, et ce, afin de favoriser des collaborations positives face à des défis ou des intérêts communs. Et donc, il s'agit bien d'une communication stratégique des nations européennes cette fois-ci, avec les publics de l'arène globale. À côté de cette diplomatie publique, on a une communication institutionnelle plus classique, en tout cas plus traditionnelle, où cette fois-ci, les institutions européennes parlent donc au public des pays partenaires. Et ici, l'objectif est de partager les informations factuelles, mais qui rencontrent les priorités politiques de l'Union européenne en les rendant pertinentes pour les contextes locaux. Donc, que ça intéresse les populations locales, tout en faisant passer les messages européens, en tout cas les priorités européennes. Et enfin, le troisième axe, c'est l'information médiatique, où cette fois-ci, l'Union européenne s'adresse aux opinions locales, avec comme objectif principal de lutter contre la désinformation, qui est de plus en plus répandue et qui est vraiment un enjeu très important actuellement. Et donc qui vise également, en luttant contre cette désinformation, à contribuer au développement d'un journalisme indépendant et ayant une connaissance objective des faits. Ici, quelques exemples de ce qui est mis en place au Maroc pour vous donner un aperçu. Donc, on a mis récemment en œuvre les semaines du film européen, où en fait, il s'agit de faire connaître et de diffuser auprès du public marocain les plus grands films européens qui ont été récemment primés dans les festivals internationaux. Donc là, on est vraiment dans une diplomatie culturelle où il s'agit de faire connaître cette culture européenne au public marocain, ou à la nation marocaine. Vous avez son Excellence Madame l'ambassadrice qui inaugure toujours ces actions de diplomatie. Ou alors, on a un autre événement qui est le Jazz of Sheila, où cette fois-ci, c'est une diplomatie musicale, on va dire, où ce sont des groupes européens qui viennent faire des co-créations avec des groupes marocains. Ça, ce sont des exemples de communication, d'actions de communication stratégique relativement classiques. Mais comme je le disais, il ne s'agit pas seulement de célébrer, par exemple, des journées internationales, mais de prendre ces occasions pour réaffirmer les priorités politiques de l'Union européenne et de les inscrire dans le contexte local. Donc, par exemple, le 24 janvier, Journée internationale de l'éducation, c'était une occasion pour réaffirmer qu'il y a un partenariat pour l'éducation qui existe depuis 15 ans, a mis en œuvre depuis 15 ans et qui rencontre un objectif commun entre l'Union européenne et le Maroc. Évidemment, dans les informations médiatiques, il y a les communiqués de presse et tout le matériel habituel, mais il y a également la délivrance de prix pour récompenser les initiatives en faveur de la liberté de la presse. Voilà, donc ça, c'était des petites illustrations. Maintenant, pour parler plus spécifiquement de la communication sur les élections, comme on est en plein dans en tout cas, la campagne va commencer. Le SEAE met en place une communication spécifique pour les citoyens européens qui sont basés hors de l'Europe. Donc, celle-ci est parallèle à la communication du Parlement. Donc ici, comme vous le voyez, ce sont des messages essentiellement pour rappeler aux Européens qui sont à l'étranger qu'ils doivent voter et qu'ils ont la possibilité de voter. Et ça leur donne évidemment aussi des informations très pratiques sur les moyens d'exercer leur droit de vote.
Ensuite, le SEAE renvoie les citoyens aux pages et aux sites officiels du Parlement. Donc, il n'y a pas une communication véritablement parallèle qui se fait, il y a plus une communication de relais qui est mise en place pour bien attirer l'attention et pour bien mobiliser les citoyens européens à l'étranger. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on met en place pourquoi l'Union européenne mettrait en place cette communication sur les élections en dehors de ses frontières. Alors, tout d'abord, parce que le vote est obligatoire et que les États sont tenus de mettre à la disposition de leurs citoyens les moyens d'exercer leur droit de vote. Ensuite, il y a une raison politique, c'est que le Parlement européen contrôle les opérations du SEAE. Donc la communication électorale est très importante de ce point de vue-là. Toujours une autre raison politique, c'est qu'évidemment, la composition du futur Parlement et donc de la future Commission européenne va véritablement peser sur la politique extérieure qui sera menée. Et enfin, une raison géopolitique, pour reprendre les termes du haut représentant, nous sommes dans une bataille de récits permanente, c'est-à-dire qu'effectivement, on est sur une scène mondiale de bataille d'influence où chaque communication a son importance. Et enfin, toujours une raison géopolitique, c'est que les publics auxquels l'Union européenne s'adresse sont peut-être locaux, ou en tout cas localisés, mais les enjeux sont de plus en plus mondiaux. Et dans le cas du Maroc, en tout cas transnationaux, on peut parler de la crise agricole qui est en cours, de la crise climatique, de la crise migratoire. Donc, ces enjeux sont transnationaux, sont mondiaux, et donc les élections de fait européennes vont avoir un impact sur le reste du monde, en tout cas dans les pays partenaires. Alors, cette communication, elle est essentiellement pyramidale, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, les délégations servent de relais entre le Parlement, le SEAE et les citoyens et les États membres. Car effectivement, dans les faits, chaque État membre a son calendrier, ses moyens pour voter et ses propres règles de vote. Donc, il y a énormément de voix, donc on est dans une communication polyphonique, parce qu'en plus de cette communication des délégations et du SEAE, les ambassades et les consulats reçoivent également d'autres supports de la part des ministères des Affaires étrangères ou des SPF, comme on dit en Belgique. Alors, à ce stade-ci, donc à l'heure où on parle, il n'y a pas encore de narratif. On est essentiellement dans une communication mobilisatrice, donc pour rappeler qu'on doit bientôt voter, et essentiellement procédurale. Donc, on rappelle comment on fait, quelles sont les dates importantes, etc. Alors, pour moi, cette communication électorale, elle révèle une contradiction, elle rappelle en tout cas une contradiction intrinsèque entre, d'un côté, un imaginaire voulu de dépassement de l'État-nation, exprimé par ce qu'on appelle une approche unifiée, donc une Europe unie dans la diversité, comme le dit sa devise, une construction narrative autour d'une citoyenneté européenne, mais dans les faits, on assiste à une opérationnalisation fragmentée, laissée en grande partie aux États membres, et une absence d'espace public européen commun, en tout cas de l'étranger, encore plus que sur les territoires européens. Alors, pour arriver petit à petit à la fin de ma présentation, quels sont les principaux traits communicationnels de cette communication européenne en dehors de ses frontières? Donc, le premier point, je dirais qu'au-delà d'une communication politique, on assiste davantage à un politique qui est soluble dans la communication, c'est-à-dire que la communication est véritablement un mode d'action politique à part entière. Ce n'est pas une fonction support, une fonction d'accompagnement, c'est véritablement une action politique, encore plus dans cette politique étrangère. On a également une communication que je dirais institutionnalisante par la performativité de son énonciation, c'est-à-dire qu'en s'énonçant, en prenant parole, l'Union européenne affirme sa légitimité par cet acte de communication, par cet acte de prise de parole. Et enfin, le dernier point, je dirais qu'on a davantage une approche persuasive, pour reprendre les termes d'Éric Dacheux, davantage qu'une approche délibérative, une approche persuasive qui vise donc le consentement politique, étant donné le contexte de politique étrangère, où on a les trois éléments de symbolique politique visant la cohésion, de négociation, donc où on cherche plutôt un accord entre les différents intérêts, et enfin une persuasion politique qui vise l'adhésion des populations, des nations auxquelles on s'adresse.
Alors, j'ai relevé plusieurs exemples, en tout cas plusieurs archétypes de faits qui, selon moi, reprennent tous ces différents points et qui viennent compléter ce qui a été dit notamment par Thierry et par Monsieur Lévy. Donc, tout d'abord, on assiste à l'extérieur des frontières à un émetteur unique. La délégation de l'Union européenne est la seule qui parle au nom des institutions européennes, à part, en tout cas, la Banque européenne d'investissement, etc. Quand on parle d'institutions européennes, c'est la délégation qui prend parole, qui prend la parole, et personnalisée, incarnée par l'ambassadeur ou l'ambassadrice. Une ambassadrice dans le cas du Maroc. Donc, on a une personnalisation de cette communication qui facilite son influence. On a également une concrétude dans l'espace physique et médiatique. Les bâtiments sont visibles, ils se voient, ils sont mis en scène. Donc ici, par exemple, le bâtiment de la délégation au Maroc qui est illuminé en orange à l'occasion des 16 jours de lutte contre les violences basées sur le genre. Il est illuminé en bleu pour la journée internationale de l'enfance de l'UNICEF, etc. Donc, ce sont des bâtiments qui se donnent à voir. On a également une approche unifiée, ou en tout cas ce qu'on peut dire une énonciation collective négociée, car il y a plusieurs locuteurs, donc le SEAE, comme on l'a dit, la Commission européenne, mais également les États membres. Il y a 19 États membres qui sont présents au Maroc, mais qui s'expriment de manière unifiée, notamment à partir du concept de Team Europe, où ils essayent la plupart du temps, le plus possible, de s'exprimer d'une voix commune. Donc ici, par exemple, vous voyez plusieurs ambassadeurs des pays européens présents au Maroc qui ont qui ont fait une même photo pour toujours à l'occasion de la lutte contre les violences basées sur le genre. Donc toujours dans cette approche persuasive, l'Union européenne ne fait pas que parler d'elle-même, elle fait aussi parler d'elle. Et à ce titre, elle fait beaucoup appel à ce qu'ils appellent des multiplicateurs, donc des leaders d'opinion, essentiellement des jeunes, qui parlent également de l'Europe auprès de leur communauté, physique ou virtuelle d'ailleurs, auprès de leur région, donc qui multiplient cette voix, qui ont un effet amplificateur et multiplicateur. On a également des rites et des mythes fondateurs qui font vivre cette idée européenne, cet esprit européen en dehors des frontières. Donc, on a la fête de l'Europe qui arrive le 9 mai et qu'on commence déjà à préparer maintenant. On va fêter les 10 ans de l'élargissement. Il y a eu, il y a quelque temps, la commémoration de l'invasion de l'Ukraine. Donc, ce sont des mythes, des rites ou des récits, en tout cas, qui permettent de réunir, qui permettent de faire vivre cette communauté, cette idée européenne. Et enfin, il y a un discours narratif légitimant. C'est-à-dire que l'Union européenne s'adresse aux peuples des pays partenaires en vertu d'accords politiques internationaux, donc en vertu d'un cadre d'énonciation clair. Dans le cas du Maroc, par exemple, on parle d'un pacte de prospérité partagée. Donc, c'est très légitimant, c'est très positif comme narratif et ça participe de cette adhésion, ce consentement des peuples et des pays partenaires. Voilà, je pense que je suis arrivée au terme de mon temps. En tout cas, merci pour votre écoute et n'oubliez pas de voter donc, du 6 au 9 juin. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette conférence, effectivement, à la seconde près dans les temps. Donc, pour notre dernière intervention, j'inviterai Nicolas Beguert, docteur en sciences de l'information et de la communication de l'Université de Paris-Sorbonne et de l'Université catholique de Louvain. Il est professeur à l'IHECS, maître de conférences à l'Université libre de Bruxelles et enseignant à Sciences Po Paris. Il dirige également le laboratoire d'idées Protagoras, qui se focalise sur les enjeux communicationnels contemporains du leadership démocratique et du consumérisme politique. Il a également occupé des fonctions à la Commission européenne en tant que chargé de communication et il interviendra aujourd'hui sur le sujet du leadership européen et son influence sur la marque UE. Alors oui, merci beaucoup, merci pour l'invitation, merci à Thierry également, et puis très heureux de retrouver Karine, même si on n'a pas l'occasion de se voir très souvent, c'est l'occasion d'échanger en tout cas sur ces sujets passionnants.
Alors, je dis tout de suite que j'ai effectivement occupé des fonctions de chargé de communication à la commission, mais il y a très longtemps. Donc, aujourd'hui, ma parole est tout à fait libre. Et donc, je voulais vous parler effectivement ce qu'on pourrait appeler une relation dysfonctionnelle au cœur de l'Union européenne, qui a beaucoup pesé sur le projet européen ces 5 dernières années. Alors, vous m'excuserez ces petits essais aidés avec l'intelligence artificielle pour produire des visuels qui amusent beaucoup mes étudiants. Mais effectivement, depuis le début de leur mandat, les relations entre Charles Michel, donc le président du Conseil de l'Union européenne, et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, ont connu une dégradation assez importante avec le personnel des deux institutions qui ont parfois même été dissuadés de communiquer entre eux. Et puis des dirigeants aussi qui se sont parfois sentis exclus de part et d'autre. Donc, il existe bien sûr des services de protocole et dans le passé, ces services de protocole ont travaillé ensemble, mais il s'est passé quelque chose en tout cas dans ce mandat, durant ce mandat, et avec une rivalité entre commission et conseil qui effectivement ont représenté un défi tant en termes d'image, en termes de réputation, et puis en termes d'incarnation, et c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Alors, c'est vrai que, petit rappel, bien sûr, pour les personnes qui suivent cet échange, donc la Commission, c'est l'organe exécutif de l'Union européenne, et c'est d'ailleurs l'unique institution qui est habilitée à proposer des textes législatifs, ce qui place la présidente de la Commission au cœur de presque toutes les initiatives de l'Union européenne. Mais c'est au sein du Conseil que les chefs d'État des différents États membres ou de gouvernement se réunissent pour prendre les décisions les plus importantes de l'Union européenne. Donc, même si le président, donc Charles Michel ici en l'occurrence, a joué plutôt le rôle d'un modérateur entre les différents décideurs, eh bien, il est sans doute plus proche du centre névralgique de l'Union européenne. Donc, alors pourquoi est-ce qu'on parlait de relations dysfonctionnelles? Eh bien, parce qu'il y a une sorte de chevauchement des rôles. Donc c'est vrai, une ambiguïté des rôles. Donc, à la fois, on a des traités, et c'est vrai que Georges Lévy nous a expliqué un peu, je dirais, les grandes étapes de la construction européenne et qui ont marqué à chaque fois, je dirais, une sorte de saut paradigmatique et qui nous amène évidemment avec cette union que nous connaissons aujourd'hui. Mais c'est vrai que les traités laissent une marge d'interprétation importante quant aux compétences des présidents et ce qui entraîne effectivement des conflits d'interprétation, comme on a pu le voir durant ces 5 dernières années. Et une rivalité aussi pour la visibilité politique et médiatique qui ont entraîné des conflits en matière de communication et de domination de cet agenda médiatique aussi. Et puis des présidents qui ont cherché à affirmer un leadership politique au sein de l'Union européenne, et ce qui peut là aussi, et ce qui a pu entraîner des rivalités personnelles et politiques. Alors, ces deux rôles se chevauchant, il en résulte une confusion pour l'éternelle question, alors qui a souvent été attribuée au défunt Henry Kissinger. Qui appelez-vous quand vous voulez appeler l'Europe? Alors c'est vrai qu'on a toujours ce problème aujourd'hui. Il y a il y a une dizaine d'années, en 2012, je pense, lorsque l'Union européenne a obtenu le prix Nobel de la paix, et bien finalement, c'est les trois présidents, puisqu'il faut aussi compter le président du Parlement européen. À l'époque, c'était Martin Schulz, avec José Manuel Barroso et Herman Van Rompuy, qui ont été à l'époque recevoir ce prix Nobel. Donc aujourd'hui, avec la présidente Roberta Metsola, donc, qui est la présidente du Parlement européen, on a effectivement trois têtes, trois potentielles personnes et rôles qui incarnent cette Union européenne. Alors la rupture, et il y a une rupture à un moment vraiment très important, c'était le fameux Sofagate. Alors je ne vais pas revenir dessus, mais c'est un incident qui a vraiment détérioré les relations entre la présidente de la Commission et le président du Conseil de l'Union européenne. Donc, pour recontextualiser ce Sofagate, eh bien, lors d'un déplacement à Istanbul, la présidente de la Commission a été contrainte de s'asseoir sur un canapé en face du ministre turc des Affaires étrangères,
alors que Charles Michel occupait l'unique chaise ou trône à côté du président, donc Recep Tayyip Erdogan. Et alors, du point de vue protocolaire, il n'y a pas vraiment eu d'incident, mais il y a bien sûr, je dirais, des règles de politesse et puis surtout, il semblerait, en tout cas, d'après plusieurs observateurs, que le président turc a utilisé une règle protocolaire pour créer un accident. Alors, et donc, Bah, c'est juste là, c'est Apple Pencil. Ouais. Et là, je peux appuyer sur ça pour dessiner avec l'Apple Pencil. je pense qu'on va couper le... Hop, voilà, il y a une petite interférence. Alors, est-ce que c'est une relation qui est par essence conflictuelle? Alors, ce conflit de personnalité n'a pas toujours eu lieu. On se rappelle du mandat précédent de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, qui dirigeait la Commission, et donc Donald Tusk à l'époque, qui dirigeait le Conseil de l'Union européenne. Et généralement, ça ne posait pas vraiment le même type de problème. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a une plus forte incarnation de la présidence de la Commission européenne. Et c'est là-dessus que je voulais maintenant plutôt me focaliser. Donc, avec une victoire symbolique, surtout après je dirais, cet épisode, cette séquence du Sofagate, et puis aussi depuis l'annonce, ce qui est d'ailleurs ce qui avait été annoncé dès le départ, de la non-reconduction du rôle de président du Conseil de l'Union européenne, donc Charles Michel qui va quitter ses fonctions, et alors que Ursula von der Leyen va peut-être continuer, et elle brigue en tout cas un second mandat. Donc une victoire symbolique et une présidentialisation de plus en plus importante. Alors, il y a aussi un élément peut-être qu'il faut souligner ici, c'est que est-ce que cette Union européenne, et pour reprendre les travaux de Georges Lévy, donc là, est-ce que cette marque de l'Union européenne est bien incarnée? Alors c'est vrai que si on compare avec la France, pour prendre un exemple, il y a donc on connaît cette expression idiomatique qu'un président ou qu'un individu doit rentrer dans les habits du président. Donc c'est quelque chose qui est souvent, enfin c'est une expression qui est souvent utilisée par les journalistes, et elle fait référence à cette capacité à incarner pleinement le rôle, en tout cas les responsabilités, l'autorité associée à la fonction présidentielle. Et selon un tropisme gaullien, donc la référence au général de Gaulle, qui est l'idéal type, en tout cas, du président de la Ve République. Et donc c'est un style de leadership charismatique, une posture qui inspire aussi une forme de respect. Et alors en Europe, il n'y a pas d'idéal type présidentiel. Chaque président et chaque présidente opère une réinvention de la fonction. Donc il n'y a pas seulement le récit qui est réinventé, mais aussi la fonction même de dirigeant de la Commission européenne. Et alors lorsqu'on prend l'exemple d'Ursula von der Leyen, c'est vrai que ces dernières années, il y a effectivement la construction d'un personnage et qui a bénéficié aussi d'un travail très important des services de communication de la Commission européenne, avec une centralisation aussi des efforts de communication de la Commission, avec aussi une personnalisation accrue des activités et des initiatives menées par la Commission européenne. Donc, je n'ai pas vraiment le temps de revenir sur le parcours d'Ursula von der Leyen, mais c'est vrai qu'elle avait, d'une certaine manière, le profil idéal pour incarner cette fonction. Son passé au sein des différents gouvernements Merkel, bien entendu. Alors, elle n'a pas été annoncée ou présentée durant la dernière élection européenne, le dernier scrutin, comme une Spitzenkandidat, donc une candidate de tête d'une des formations des groupes politiques européens. Mais donc, elle a d'autres atouts, notamment son multilinguisme qui a constitué dès le départ un levier de légitimité politique. Donc on a beaucoup parlé, beaucoup mis en avant son passé. Donc elle a fréquenté l'école européenne à Bruxelles. Son père était déjà actif et était déjà impliqué dans le projet européen. Et puis il y a cette facilité, en tout cas, de passer d'une langue à l'autre. Donc on a, et là je me réfère aux travaux de Juliette Charbonneau du CELSA, qui a travaillé sur cette notion d'illusion biographique, donc la construction d'un personnage et de cette présidente de la commission à travers un parcours, à travers des traits de personnalité qui légitiment encore davantage cette incarnation. Alors, voilà.
Et donc, il y a un impact, bien entendu, de tout, je dirais, cette symbolique et un impact même sémiotique de cette présidence von der Leyen sur la marque de l'Union européenne. Alors, l'une des principales fonctions politiques du président ou d'une présidente de la Commission consiste à définir un agenda politique pour l'Union européenne. Et Ursula von der Leyen, elle s'est engagée durant son mandat à faire de la Commission européenne un acteur géopolitique. Donc ça a été annoncé et donc c'était aussi l'occasion de donner une nouvelle impulsion au projet européen. Et il faut aussi se rappeler que durant ce mandat d'Ursula von der Leyen, eh bien, nous avons traversé différentes crises. La crise du Covid, bien sûr la guerre en Ukraine aujourd'hui. Et donc, elle a à la fois occupé je dirais, ces fonctions de gestionnaire de crise, et en même temps, elle a voulu incarner encore davantage cette nouvelle commission géopolitique. Alors, on a des travaux récents qui portent notamment sur cette capacité aussi de mettre à l'agenda toute une série de thèmes. Donc, dans les travaux donc scientifiques anglo-saxons, on parle de agenda setting leadership. Donc, l'idée que là, le leader, la personne à la tête d'une institution est en capacité de dicter en quelque sorte le cadre d'interprétation d'un contexte notamment international, d'un contexte de crise. Et on le voit ici dans les définitions qui sont données. Un processus par lequel un acteur comme la présidente de la Commission européenne dispose à la fois des ressources institutionnelles, conceptuelles et personnelles, comme on l'a vu par son parcours, par son passé, pour utiliser de façon assez assertive, proactive, un cadrage, un cadre d'interprétation stratégique pour créer du consensus. Et donc, elle a, durant toute cette présidence, défini un cadre idéologique, un cadre normatif pour façonner aussi des réponses institutionnelles aux différentes crises qu'a traversées l'Union européenne depuis maintenant 5 ans. Et donc, en établissant une grille de lecture fondée sur des principes, et des principes qui sont avant tout les siens, sa conception de l'Union européenne comme étant un espace de paix, par exemple, avec l'idée effectivement peut-être de réarmer l'Union européenne, mais pour préserver un modèle et des valeurs. Donc il y a une dimension axiologique au projet européen qui est très important aux yeux d'Ursula von der Leyen, qu'elle a souvent d'ailleurs répété lors de ses discours de l'état de l'Union. Ici, c'est une image, alors vous ne la voyez pas bien derrière, mais donc c'était en 2022, le discours de l'état de l'Union en septembre, où elle, de manière bien sûr très symbolique, était habillée, non pas, c'est pas les couleurs du drapeau européen, mais plutôt les couleurs de l'Ukraine, ici en l'occurrence. Donc on a là aussi toujours cette volonté d'incarner au plus près l'agenda politique européen. Et d'utiliser sa personne comme une sorte, je dirais, de vitrine communicationnelle pour aboutir à ses fins. Alors, il y a eu, pour revenir à cette relation dysfonctionnelle, il y a eu des tentatives de régler, je termine, hein, donc il n'y a pas de régler le problème, je dirais, de concurrence, de leadership concurrentiel à la tête de l'Union européenne. Il y a notamment une proposition du dernier président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, d'aller vers une seule présidence, donc un président à la fois pour le Conseil et pour la Commission européenne. Et là, c'était des citations à l'époque de Jean-Claude Juncker lors d'un discours de l'État de l'Union en 2017, qui nous disait effectivement que l'efficacité européenne gagnerait en force si nous pouvions fusionner ces présidences. Donc, dans les discussions autour du futur de l'Europe, c'était un projet qui avait été évoqué. Donc, on n'en parle plus vraiment aujourd'hui, mais en tout cas, avec cette relation qu'on a pu suivre, qu'on a pu observer ces dernières années, c'est peut-être une perspective, ou en tout cas une proposition qui semble intéressante. Et puis, pour conclure, quel est l'impact finalement de cette présidence d'Ursula von der Leyen, principalement sur la marque de l'Union européenne? Et Thierry Libart l'a très bien expliqué au début, il n'y a pas une instance de communication commune à l'ensemble d'abord de l'Union européenne, mais de toutes les institutions qui composent l'Union européenne. Or, c'est vrai que à la fois pour les médias, les journalistes et même, je dirais, dans le traitement de l'information de l'actualité européenne, Ursula von der Leyen, dans ce travail d'incarnation, elle a agi comme un
repère mental. Et là, j'emprunte une expression de Georges Lévy, parce que j'ai lu ses ouvrages il y a quelques années. Donc, un repère mental sur un marché hyper concurrentiel, le marché du leadership européen. Ensuite, il y a eu un impact sémiotique également de cette présidence, ce que j'ai voulu expliquer tout à l'heure, sur la marque en sélectionnant des éléments à l'intérieur d'un flux de signification, donc en imposant un cadre d'interprétation sur l'actualité et sur des conflits auxquels aujourd'hui doit faire face l'Union européenne. Et finalement, euh, un remède peut-être au déficit d'incarnation. Alors, il y a aussi énormément de critiques qui ciblent aujourd'hui Ursula von der Leyen dans l'idée aussi d'un manque de légitimité, qu'il n'y a pas effectivement, on n'a pas affaire à à une présidente élue au suffrage universel. Elle n'a même pas, je dirais, été désignée comme Spitzenkandidat, donc comme candidate présentée avant les élections européennes de 2019 par les différents groupes politiques européens. Mais tout de même, en tout cas, on a vu que dans cette bataille des égaux et dans cette bataille de l'incarnation, elle a réussi à imposer un style. Alors, pour ce défi d'incarnation, ça veut dire effectivement que il y a un besoin, et c'est un des travaux notamment qui avaient été menés il y a une vingtaine d'années maintenant par Pierre-Yves Jeanneret, et notamment sur des grands hommes, le manque de grands hommes ou de grandes femmes, ici en l'occurrence dans l'Union européenne. Donc là, c'est peut-être une amorce en tout cas de création d'un personnage, un personnage peut-être conceptuel pour le moment, mais qui incarnerait peut-être davantage cette marque européenne que dans le passé. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous en serions à la période d'échange et de questions. Je vous propose, donc pour ceux qui sont arrivés après le début, là, la rencontre est enregistrée. Je proposerais de mettre sur pause le temps de la période de questions. Si ça vous va, je cherche des oui de la tête, mais j'ai pas de nom en tout cas, donc j'y vais. Fascinante discussion. Alors, on a d'abord vu avec Georges, on a fait l'historique de la construction de l'Union européenne. Moi, ça m'amène à une question que je me suis posée en écoutant, c'est jusqu'où, parce que là, on parle de 1950, on parle de la communauté européenne du charbon et de l'acier, puis je pense que ça a été dit aussi, c'est des traités, mais l'imaginaire collectif de l'Europe, à quoi il se raccroche? Qu'est-ce qu'il y a comme symbolique? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une crise identitaire un peu subconsciente avec l'essor de la technologie, la colonisation, tout ce que l'Europe traîne dans sa mémoire et qu'on n'a pas trouvé comment l'exploiter et avec les leçons aussi de s'être sauvagement battu pendant des siècles et des siècles. Donc, c'est quoi le modèle qu'on peut présenter? Donc ça, c'est une première, je dirais un peu conclusion, réflexion de regarder ça. Ensuite, je trouvais très intéressant la présentation de Karine où on est plus au plan je dirais, de la communication administrative. Et ce qui m'a frappé dans la présentation, c'était la place minuscule dans les exemples du drapeau européen. Quand on veut bâtir une marque et qu'on a un logo, qu'on a un drapeau, une des premières leçons qu'on essaye d'apprendre aux apprentis designers, c'est de donner une visibilité à la marque. Alors, je ne sais pas si c'était volontaire, Karine, d'avoir choisi ces exemples-là, mais il y en a eu, entre autres, on voyait le tout petit drapeau du Maroc et le tout petit drapeau de l'Union européenne. Moi, ça me fait penser quand j'étais responsable des communications d'une université à Montréal, puis qu'on avait des facultés qui mettaient le logo de l'universitaire tout petit dans un coin, leur disaient, est-ce que vous avez honte d'appartenir à ça? Donc ça, et souvent, c'est sur le plan administratif aussi que les unités administratives développent leur propre communication en essayant de se démarquer de la communication globale et de l'identité globale. Et Nicolas nous a amené aussi sur le terrain d'une direction bicéphale qui fait des très mauvais porte-parole. Il y en a deux, c'est comme s'il n'y en avait aucun. Ce qui était aussi
intéressant, c'est la centralisation des communications, qui est un ingrédient indispensable pour être capable d'avoir un leader qui soit mis en évidence. Et puis, moi, en regardant Ursula von der Leyen, ce qui me frappe, c'est elle me fait penser à une Valkyrie. Si on cherche dans aussi l'imaginaire européen, c'est très mythique, ça remonte à l'époque des Vikings, mais elle a sans doute des caractéristiques qui font en sorte qu'elle peut porter un imaginaire européen. C'est sûr que les Espagnols, les Italiens seront peut-être pas tout à fait d'accord avec cette représentation-là. Finalement, je voudrais, à partir du Québec, vous rassurer un peu sur les contradictions dans l'identité d'une marque. On est spécialiste de ça au Québec, parce qu'au Québec, on se sent québécois, puis au Canada, on se sent canadien. Saviez-vous que les soldats canadiens se font conseiller, quand ils se promènent dans les rues à Montréal ou à Québec, de ne pas sortir en uniforme? C'est pas bien vu. Alors que vous allez voir ça dans les autres provinces sans aucun problème. Donc, cette contradiction entre des identités, elle cohabite ici. Et il y a aussi, quand on regarde nos voisins du Sud, qui nous semblent être un modèle, d'avoir une belle marque des États-Unis, les gens mettent le drapeau américain partout dans leur maison, c'est la première chose qui nous frappe quand on y va. Mais il ne faut pas oublier que c'est un pays qui est profondément clivé entre les côtes et l'Amérique profonde, qui a déjà vécu une guerre civile et qui est presque sur le bord d'une autre. Donc, la vie n'est pas forcément plus rose du côté des États-Unis que de l'Union européenne, ce que vous nous avez raconté aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on combine ces deux appartenances qui sont vécues très différemment selon les gens, et comme Georges le disait, qui semble quand même une nécessité, sauf pour les Anglais, mais qui le regrettent peut-être un petit peu. Alors, merci beaucoup à tout le monde, fascinant, une belle discussion, une belle réflexion, et je vous souhaite une joyeuse fin de semaine de Pâques. Oui.